le délirium. Vous savez que c'est une affection qui a un intérêt croissant. Quand on regarde sur PubMed, j'ai fait ça hier, on voit une augmentation vraiment importante des citations sur ce sujet, avec actuellement plus de 1000 papiers par an qui traitent du délirium. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important dans la communauté médicale. On va en 15 minutes pas pouvoir dire beaucoup de choses sur le délirium, mais on va essayer d'aborder la définition, l'épidémiologie, donner quelques notions de physiopathologie et de pronostic. Alors sur la définition, celle qui est un peu considérée comme la référence, c'est celle du DSM-4. Mais vous voyez qu'elle n'est pas très utilisable en pratique clinique en réanimation, puisqu'il faut diagnostiquer une altération des fonctions supérieures, un changement dans les fonctions cognitives, que cette altération se soit développée sur une petite période de temps avec une notion de fluctuation et que ce soit en rapport avec une pathologie médicale. Donc on voit bien ce qu'ils veulent dire, mais en pratique, si on voulait faire le diagnostic par exemple par un personnel paramédical, ce serait assez variable d'un personnel à l'autre. Du coup, ont été développées en réanimation des échelles un peu plus pratiques pour pouvoir répondre à cette question. Il y en a deux principales qui sont utilisées, l'échelle CAM-ICU et l'échelle ICDS. En termes de sensibilité, l'échelle CAM-ICU a une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité. Et dans cette méta-analyse, vous voyez que la sensibilité de l'échelle ICDS est un peu moins bonne, alors qu'elle garde une spécificité tout à fait correcte. Donc on va s'attarder plutôt sur l'échelle CAM-ICU, qui de toute façon est celle qui est la plus utilisée dans les essais en ce moment. Alors, on la réalise en deux étapes. La première étape consiste à déterminer l'agitation ou la sédation du patient par l'échelle RASS, que vous connaissez bien, qui va de moins 5 pour un patient non stimulable à plus 4 pour un patient complètement agité et combatif. Dans un range de moins 3 à plus 4, on considère que le patient est évaluable pour le CAM-ICU, alors que si le RASS est à moins 4 ou moins 5, on ne peut pas l'évaluer. On va considérer globalement qu'il est comateux et on ne fera pas le CAM-ICU. Donc, pour ce range-là, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Là, je vous ai mis une plaquette qui est utilisée dans mon service et qui est très pratique pour le soignant parce que vous voyez qu'avec un ensemble de questions et de commandes qu'on fait exercer au patient, on peut rapidement savoir s'il est délirant ou pas, avec à chaque étape la possibilité de faire une conclusion définitive. Par exemple, si l'état neurologique du patient n'a pas fluctué dans les dernières 24 heures, il n'y a pas eu du tout de variation du RASS, on passe directement à CAM-ICU négatif. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique qui du coup, chez la majorité des patients, ne demandera que quelques minutes et qui pourra être évalué 2 fois par jour, ce qui est recommandé pour savoir si le patient est dans la case délirium ou pas. Alors l'épidémiologie du délirium renseigne sur le fait que la prévalence est extrêmement grande. Dans les études Princeps, celle du groupe DELI, on a une prévalence autour de 80%. Mais vous voyez que les études par la suite ont donné des chiffres de prévalence variables qui parfois sont très bas, de l'ordre de 14%. Alors cette variabilité dans la prévalence s'explique de plusieurs manières. Une première explication, c'est la nature de l'échelle, mais vous voyez quand même que c'était plutôt le CAM-ICU qui était utilisé. D'autre part, c'est surtout la variabilité des populations. On va voir qu'il y a des facteurs de risque un peu spécifiques de délirium. Et donc, en fonction de la réanimation dans laquelle on est, des facteurs de risque présentés par les patients, on aura des prévalences qui sont variables. En tout cas, en réanimation, on peut raisonnablement penser que la majorité des patients va, à un moment ou l'autre de son évolution dans le service, présenter un délirium. Vous voyez par exemple que dans cette étude qu'on a faite à la phase initiale du sevrage de la ventilation, on a une majorité de patients qui ont un délirium. Il n'y a qu'une minorité qui sont avec une conscience normale. Et même le jour de l'extubation, on a encore, de manière résiduelle, environ un tiers des patients qui sont positifs pour le CAM-ICU.
Alors la physiopathologie du délirium, elle est complexe. Il y a beaucoup de facteurs de risque, mais il y en a à peu près une dizaine qui sont considérés comme des facteurs de risque robustes, c'est-à-dire qui sont retrouvés en analyse multivariée et dans plusieurs études. Alors parmi eux, il y en a un qui est très important, c'est l'âge élevé du patient qui ressort à peu près tout le temps. Ensuite, les antécédents de troubles cognitifs et notamment de démence, ainsi que l'hypertension. Ensuite, il y a un ensemble de facteurs de risque qui sont liés à la pathologie que présente le patient. Au premier chef, les patients qui rentrent pour coma, le type d'admission, le score Apache lorsqu'il est élevé, les patients polytraumatisés. Et puis, il y aura un ensemble de complications ou de maladies associées en réanimation qui vont aussi jouer. Par exemple, les anomalies métaboliques comme l'acidose métabolique sortent fréquemment. Et puis, l'utilisation de la dexmédétomidine comme sédatif est protectrice vis-à-vis du délirium versus l'utilisation d'autres molécules, notamment les molécules de la classe des benzodiazépines ou en général toutes les molécules qui stimulent la voie GABA. Donc, vous verrez dans la littérature vraiment qu'il y a pléthore de facteurs de risque, mais cette dizaine de facteurs de risque-là, surlignés en jaune, c'est celle qui revient de manière récurrente dans les papiers. Alors, on peut même, sur la base de ces facteurs de risque, construire un score prédictif de délirium. Le premier score qui avait été construit, c'était le score dit prédélirique, et a été proposé récemment un autre score qui est dit I-prédélirique, qui a l'avantage de pouvoir être estimé dans les 24 premières heures de l'admission du patient en réanimation. Et vous voyez que les éléments constitutifs de ce score se rapprochent des facteurs de risque qu'on a évoqués tout à l'heure. On retrouve l'âge, les troubles cognitifs préexistants, les antécédents d'utilisation d'alcool, le type d'admission, avec notamment une exposition particulière des patients polytraumatisés, l'hémodynamique avec le chiffre de pression artérielle à l'admission, l'utilisation des corticoïdes, la détresse respiratoire, et puis ici le trouble métabolique retrouvé, c'était l'élévation de l'urée. Et donc ça va être bientôt disponible sous forme d'application et ça permettra rapidement de savoir. Je pense que c'est intéressant parce qu'on va le voir dans la présentation sur le traitement. L'efficacité du traitement vis-à-vis du délirium doit se focaliser sur la prévention, je pense, vu la prévalence qui est très importante. Et ça pourra permettre peut-être de sélectionner des patients devant relever de modalités de sédation particulières. Dans les facteurs de risque, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on a l'impression d'un effet dose pour certains facteurs de risque. Ici, en abscisse, vous avez l'âge et en ordonnée, la probabilité de développer un délirium. Et vous voyez qu'à partir de 70 ans, c'est quasiment linéaire. Hein, à mesure que l'âge augmente, la probabilité de faire un délirium est importante. On a à peu près la même chose pour la sévérité globale qui atteint un plateau à un moment donné, mais entre un score Apache entre 0 et 20, il y a une augmentation linéaire de la probabilité de faire un délirium. Et c'est la même chose avec l'utilisation de l'orazépam, qui est vraiment un facteur de risque majeur, hein, l'utilisation des benzodiazépines. Et quasiment toutes les études sur le sujet retrouvent que l'augmentation des doses cumulées de benzodiazépines est associée à une augmentation de la probabilité de faire un délirium. Et en plus de cet effet dose, on a pour les benzodiazépines aussi les modalités d'utilisation qui sont importantes, avec notamment l'importance de l'utilisation jour versus nuit, qui semble impacter également sur le délirium. Y a-t-il un biomarqueur qui, dosé simplement, pourrait permettre de détecter les patients en délirium? Pour l'instant, la littérature n'est pas complètement convaincante. Il y a des papiers qui suggèrent un taux plus élevé, par exemple, de NSE chez les patients qui vont avoir un délirium précocement par rapport à ceux qui ne le feront que tardivement. Il y a aussi de la littérature qui rend compte de l'intérêt de la protéine S100B. Mais pour l'instant, on n'a pas assez d'évidence pour pouvoir conclure à une utilisation pratique de ces biomarqueurs dans ce cadre.
De manière intéressante, lorsqu'on s'intéresse à la biologie du délirium, on retrouve des publications suggérant que le taux de tryptophane est plus bas chez les patients présentant un délirium par rapport aux autres. Et comme vous le savez, le tryptophane, c'est une monoamine qui va servir à la synthèse de sérotonine puis de mélatonine. La mélatonine étant l'hormone principale qui régule l'horloge interne, le cycle nictéméral. Et dans un travail récent, on a pu retrouver que la sécrétion de mélatonine, qui ici est mesurée par son métabolite urinaire et qui normalement est circadienne, avec un pic nocturne, est très altérée chez les patients de réanimation. Vous voyez ici que le pic est décalé dans la matinée et qu'il est relativement faible. C'est une constatation qui a déjà été faite dans d'autres patients, dans d'autres populations de patients de réanimation. Et ici, lorsqu'on sépare les patients ne délirant pas des patients délirants, on voit que l'altération elle est vraiment pire chez les patients délirants, suggérant que l'altération du rythme circadien puisse interférer avec la genèse du délirium. Et la mesure des taux urinaires de ce métabolite de la mélatonine retrouve des valeurs altérées chez les patients délirants avec une valeur de pic plus faible, une valeur moyenne plus faible, une valeur totale plus faible. Et donc, on peut imaginer un lien entre cette altération du cycle nictéméral, les altérations du sommeil et le délirium, parce que comme vous le savez, le sommeil des patients de réanimation est très altéré à la fois en quantité et en qualité avec des micro-réveils et plein d'autres altérations. Et donc une hypothèse serait que ces deux choses puissent contribuer à la genèse du délirium, et c'est peut-être des pistes à explorer pour la prévention du délirium en réanimation. Mais comme on l'a vu, la physiopathologie est sans doute beaucoup plus complexe que ça. Il y a bien sûr cet axe sommeil, mais il y a tous les troubles métaboliques divers et variés que présentent les patients de réanimation, sur le pH, sur des électrolytes comme le sodium, toutes les comorbidités préalables du patient et notamment leur état cognitif préalable. Les médicaments, ce ne sera pas seulement l'utilisation des sédatifs GABAergiques qui est vraiment majeure, mais on peut imaginer que certains surdosages antibiotiques, même s'ils ne sont pas objectivés, puissent participer à cela, que les sevrages en antipsychotiques ou des sevrages tabagiques ou alcooliques puissent aussi, à un certain degré, participer à la physiopathologie du délirium. Et ne parlons même pas du sepsis, qui a bien sûr une atteinte cérébrale associée, qu'on appelle en général encéphalopathie septique, mais ça peut aussi être un des moteurs du délirium. Concernant le pronostic maintenant du délirium, il est unanimement reconnu comme étant défavorable. Dans cette étude Princeps d'Ely, la mortalité des patients en délirium est moindre que celle des patients qui n'ont pas de délirium, avec ici des chiffres de survie qui sont autour de 70% versus 90% chez les patients qui ne délirent pas. Alors il y a un questionnement sur l'imputabilité propre du délirium dans cette mortalité, puisqu'on a vu que les comorbidités et la sévérité des patients qui délirent étaient plus graves. Alors, il n'y a pas beaucoup de papiers qui s'intéressent à cette question. Il y a ce travail publié récemment dans le BMJ qui ne retrouve pas de mortalité attribuable au délirium. Mais j'avoue que la méthodologie de ce papier ne m'a pas complètement convaincu. Donc, on est un peu en attente de travaux ultérieurs qui puissent disséquer entre la part propre du délirium et les comorbidités et la sévérité dans cette surmortalité. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas, c'est que un patient qui délire, c'est un mauvais signe pour lui. Cette méta-analyse montre bien que globalement, la mortalité sera plus grave dans ce groupe que dans un autre groupe. Et il n'y aura pas que cette évolution défavorable, il y aura aussi un allongement de la durée de séjour pour les survivants. Et cet allongement de la durée de séjour est en partie expliqué par un allongement de la durée de ventilation chez les patients qui vont délirer par rapport aux autres. Et l'allongement de la durée de ventilation est lui-même expliqué par un prolongement du sevrage. Vous voyez dans ce travail que le sevrage des patients délirants ici, les petits triangles, est ralenti
par rapport aux patients non délirants. On comprend bien que le sevrage de la ventilation nécessite une intégrité des fonctions supérieures, et notamment les formes hyperactives de délirium ne sont pas favorables au sevrage de la ventilation. Alors, en plus de cet effet à court terme, à long terme, il y a un effet défavorable avec ici, à mesure que les patients ont passé des jours en délirium, une survie qui est moindre, mais il faut dire que ces effets, c'est la diapositive qui a sauté, ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit d'un délirium qui est dit rapidement réversible. C'était la dernière diapositive. Il a été décrit un délirium qui dure seulement quelques heures dans les suites de l'arrêt de la sédation et qui disparaît lors de la vérification, typiquement faite 12 heures plus tard. C'est ce qu'on pourrait appeler des queues de sédation. Et lorsqu'on analyse la mortalité de ces patients qui ont un délirium rapidement réversible, elle est identique à celle des patients sans délirium. Donc en conclusion, le délirium est fréquent en réanimation. Il est associé à une morbimortalité accrue, avec en plus chez les survivants des séquelles à long terme. La physiopathologie est complexe et du coup, la prise en charge nécessite probablement une approche plutôt de type holistique global. Merci pour votre attention.